12h03, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver après la période estivale et un mois de septembre où nous avons prolongé un petit peu, non pas l'été indien encore que, mais nos vacances de webinaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire plus particulièrement consacré à l'audit de surveillance et quelques actualités effectivement en lien avec des évolutions légales et réglementaires. Alors, vous avez toujours les mêmes, en sachant que j'ai déjà laissé Raphaël se représenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Comme tu l'as dit, Marc, toujours le même, Raphaël, chargé de mission, système de management de la qualité à l'ISQ, mais pas que, aussi des webinaires, peut-être certains que j'auditerai ou que j'ai déjà audités sont parmi nous. Donc voilà, l'ISQ, les missions, c'est s'assurer que notre fonctionnement de certification tourne bien et qu'on puisse attribuer des certificats en toute qualité, je dirais. Et toi, Marc? Eh bien, là aussi, mis à part quelques cheveux blancs et un peu plus courts depuis le week-end dernier. Donc, Marc Verger, toujours auditeur, donc certainement avec des audités ou des à auditer de l'autre côté de l'écran, toujours en charge aussi des opérations et du développement à l'ISQ et ravi de vous rencontrer. N'oublions pas, bien évidemment, l'homme de l'ombre que vous avez vu une fois avec, une fois sans son bonnet, Benjamin, qui doit normalement être le modérateur côté chat et qui nous prendra quelques questions en fin de webinaire, puisque comme d'habitude, on va essayer de faire en sorte de pouvoir répondre à des questions en fin de webinaire. Et Benjamin vous rappellera dans quelles conditions et sous quel délai le support et ou l'enregistrement seront mis à disposition de tous nos connectés. Nous sommes déjà à 312 connectés à 12h05, donc une belle performance. On a redépassé les 300, c'est à peu près la moyenne. Donc nous sommes ravis d'être avec vous pour cette journée ou cette intervention. Alors, Trop vite. je vais trop vite. Alors, Marc, avant les congés d'été, tu es parti à Bordeaux, Rennes, Lyon et Marseille faire ce qu'on appelle des régionales. Alors, quel est le planning, les étapes à suivre? Alors, il est vrai qu'on avait un planning ambitieux de faire des régionales sur le dernier trimestre 2022. Maintenant, il faut aussi se rendre à la raison. La fin d'année est particulièrement chargée en termes d'audit et autres activités. Et on vous laissera découvrir au mois de novembre, je pense, quelques évolutions côté ISQ. On n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, on a tout décalé au premier semestre 2023, ce qui est peut-être une bonne idée, puisque ça nous permettra d'ores et déjà de sensibiliser nos interlocuteurs, de nos certifiés à l'importance et à l'échéance de l'audit de renouvellement. Donc, normalement, ce qui est prévu, Lille, Nantes et ou Tours, même si les deux aimeraient bien qu'on aille faire un tour, Toulouse aussi, Strasbourg, Metz et ou Nancy, Paris, ça reste d'actualité. Et peut-être, pourquoi pas, renouveler nos expériences sur les villes déjà visitées. Alors, Marc, lors de notre précédent webinaire, nous avons eu la présence de Maître Alexandre Retamal sur le RGPD et donc nous souhaitons continuer sur cette voie. Alors, quelle sera notre prochaine intervenante? Alors, prochaine intervenante, je pense qu'elle est peut-être même d'ailleurs en train de nous écouter. C'est un bon moyen de voir comment ça se passe. Donc, nous devrions avoir, alors je vais dire maître, même si normalement je ne prononce jamais maître, mais maître Stéphanie Lampe. Donc, on aura un focus sur le droit d'auteur et le droit de la propriété intellectuelle. On la laissera bien évidemment se présenter au mois de novembre, puisque c'est prévu le mardi 15 novembre à 12h. Avocate depuis plus de 20 ans, propriété intellectuelle et droit du travail. Et typiquement, quelles questions nous allons lui poser? Alors, en fait, deux choses. Nous avons déjà échangé, bien sûr, avec Stéphanie sur un certain nombre de questions en tant que dirigeant, en tant que directeur pédagogique, directeur qualité, et peu importe les titres, on peut être amené à se poser dans un organisme de formation. Benjamin lancera à l'issue de ce webinaire un questionnaire, une enquête en ligne où vous pourrez saisir les questions que vous posez en lien avec toutes ces thématiques. Maintenant, pour vous donner quelques pistes de ce que nous allons traiter, qu'est-ce qu'un support de formation? Quel est l'intérêt de le protéger? Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Qui est titulaire des droits d'auteur? La protection des supports de formation est-elle possible?
intéressant. Existe-t-il d'autres voies de protection? Et enfin, Stéphanie abordera quelques astuces pratiques complémentaires. Donc, on veut vraiment toujours vous apporter un regard sur des problématiques périphériques à la certification nationale, mais qui sont votre quotidien avec les supports de formation. Normalement, en décembre et ou janvier, donc on devrait, j'espère, avoir une intervention sur un spécialiste de l'ERP, établissement recevant du public, réglementation, déclaration, risque à opérer dans un établissement qui n'a pas les bonnes attestations, etc., etc. Alors, première partie, actualité. Allez, on se lance. Il y a même si ça ne change pas tous les jours, on a quand même quelques nouveautés. Et oui, des nouveautés sur la veille légale et réglementaire. Que souhaites-tu nous dire là-dessus, Marc? En fait, je me suis aperçu que c'est un des indicateurs, bien évidemment, qui va être audité. C'est l'indicateur 23. Pour ceux d'entre vous qui ont eu un audit aménagé, ils n'ont pas été audités lors de l'audit initial. Donc, forcément, on va passer un peu de temps dessus lors de l'audit de surveillance. Il y a une très bonne source que je n'ai de cesse de valoriser. Ce sont quand même les CARIF-OREF, les centres d'animation de ressources et d'informations sur la formation, les CARIF et l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation, les OREF. En région parisienne, ils s'appellent Défi Métiers. Ils ont à peu près chacun un nom différent. Chaque région en a. Il y a 27 CARIF-OREF. Vous avez aussi un lien avec la carte de l'ensemble des CARIF-OREF pour savoir quel est le vôtre. Je pense que c'est vraiment une très bonne source. Malheureusement, il est vrai que nous avons appris tout dernièrement que le Défi Métier, pour ce qui est de la région Île-de-France, n'a pas eu le renouvellement de sa convention avec la région, que normalement le CARIF-OREF parisien, francilien, pardon, devrait fermer. Donc, on va voir quelles sont les répercussions, car une source inépuisable de ressources. Alors, Marc, tu souhaites également apporter une précision sur le contrôle des titres et du personnel intervenant dans les formations. Oui, alors pourquoi est-ce que je valorise en fait ces CARIF-OREF? C'est parce qu'ils ont chacun une newsletter mensuelle, généralement riche en événements locaux, riche en événements régionaux, riche en documents et riche aussi en actualité. Et typiquement sur Défi Métiers, là on va en voir deux. Premier point, on va pas tout lire, mais c'est plus en fait pour inciter nos interlocuteurs à aller jeter un œil. Typiquement, ils ont mis en avant bien le contrôle des titres et qualité des personnels intervenant dans vos formations, dans les formations. Donc ça peut être quelque chose qui va intéresser nombre de prestataires. Je pense peut-être encore plus particulièrement aux groupes d'éducation qui préparent à des titres RNCP. Donc on ne va pas détailler, mais voici le type d'informations qu'on peut trouver chez eux. Et alors, qu'as-tu à nous dire également sur la modification de la déclaration d'activité? Alors en fait, là, ça va être, je dirais, c'est la conjonction de deux sources. Bien évidemment, Défi Métier a mis en avant le fait que l'organisme est tenu d'informer l'adresse de toute évolution. Et donc là, vous allez sur mon espace formation, puisque normalement, chaque organisme a un espace. C'est là où vous avez déclaré votre BPF. Et on fait aussi référence ici quand même à un mail, ça arrive, qui nous a été adressé, et ce, à l'ensemble des certificateurs par le ministère, précisant qu'une campagne de caducité venait de commencer. Alors, qu'est-ce qu'une campagne de caducité? Eh bien, c'est très simple. C'est que tous les prestataires qui avaient un chiffre d'affaires à zéro déclaré au BPF ou qui ont oublié, de saisir et de transmettre leur BPF juste avant l'été, eh bien en fait tous les NDA viennent d'être rendus caducs. Donc c'est vrai que on a ici de cesse de le rappeler, il faut toujours informer à l'adresse des changements importants, au même titre qu'il faut bien évidemment nous informer, nous en tant que certificateurs. Je vous rappelle qu'un changement de région va entraîner l'attribution d'un nouveau NDA, mais ceci ne nécessitera pas de repartir à zéro pour la certification. Simplement, le certificateur devra mettre à jour votre certificat. Par contre, il peut y avoir d'autres évolutions qui auront un impact un petit peu plus négatif. Alors, comme tu l'as dit, Marc, certaines modifications doivent être déclarées à l'adresse, mais il faut également tenir informé son certificateur Calliope. Ben oui, bien évidemment, et ça, on fait référence pour ceux qui nous écoutent et qui sont certifiés auprès de l'ISQ, mais après, chaque certificateur a bien évidemment ceci dans son
règlement de certification. Pour nous, c'est l'article 7.3, ce sont les obligations d'information. Vous devez nous informer sans délai de toute évolution de statut juridique. Je passe de SAS, de SARL en SAS et autres réjouissances, organisation, activité, système de certification, service, personne ayant pouvoir de décision ou représentant l'organisme. Ce sont des éléments indispensables que vous devez nous transmettre. Et lorsque je parle de campagne de caducité, elle a bien eu lieu, nous vous le confirmons, et nous allons être dans l'obligation entre aujourd'hui et demain de contacter 29 organismes certifiés par l'ISQ, dont le NDA vient d'être rendu caduc. Donc 29, c'est la première fois, on en a toujours eu un ou deux, mais là vraiment il y a eu une vague sans précédent, et nous ne sommes bien évidemment pas les seuls certificateurs qui vont devoir opérer de la sorte. Et donc, dans quel cas de figure j'ai des évolutions à partager? En fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a bien évidemment la création de sites. Je vous rappelle que dès lors que vous êtes un organisme de formation, vous avez déclaré les sites sur lesquels vous avez des personnels permanents. C'est ce qui permet de définir un site selon, bien évidemment, le référentiel national qualité. Si vous devez créer de nouveaux centres, de nouvelles écoles, vous êtes tenu de nous informer. Il faut mettre en œuvre une extension de site et ceci nous permettra, après cet audit d'extension de site, de rajouter sur le certificat qui sera mis à jour, le ou les sites nouveaux que vous avez créés. Après, une nouvelle fois, si vous changez de région, alors c'est vrai que c'est peut-être plus pour des petites structures, mais là aussi, vous devez à tout prix nous informer puisque le NDA que vous aviez dans la région initiale va être caduc et il faut bien évidemment qu'on vous produise le certificat avec le bon nouveau numéro de NDA pour que vous figuriez toujours sur la liste des organismes certifiés mis à disposition par le gouvernement. Et en parlant de cette liste, Marc, quelles informations l'ISQ transmet à la DGEF? Alors, ça n'a pas changé, ça ne change pas. Je vous rappelle que c'est une obligation qui est définie par un article du Code du travail, c'est le 63-16-5. Il y a un cahier des charges accessible également depuis le site du ministère du Travail pour que vous puissiez vérifier quelles sont les informations que nous sommes censés transmettre. Elles sont au nombre en fait de 4. On doit transmettre votre numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA. On doit transmettre votre numéro de sirène qui permet d'identifier chaque entreprise en France. On doit préciser pour les 4 catégories potentiellement certifiables quelles sont les catégories sur lesquelles vous êtes certifié. Et enfin, on transmet également la date de décision de certification et la date de fin de validité de votre certificat. Nous rappelons que nous ne transmettons pas les numéros de SIRET, ils sont incrémentés par le ministère et c'est le numéro de SIRET normalement qui figure sur votre BPF. Et alors, comment se fait cette transmission de la part de l'ISQ? Alors, je vous rappelle que les certificateurs avaient une obligation d'être en conformité sur cette remontée au 1er janvier dernier. Donc, pour nous, c'est automatisé. Il y a donc une petite API qui a été développée pour que tous les jours, à 16 heures, samedi et dimanche compris, les machines n'ont pas de repos dominical. Toutes ces informations sont remontées tous les jours à 16 heures. Et normalement, le ministère du Travail met à jour dans la nuit cette liste qui est, on vous le rappelle, accessible, sont le lien que l'on vous met là-dessous. Si vous voulez savoir si vous existez bien sur cette liste, vous devez faire télécharger la liste, un énorme fichier Excel de plus de 120 000 lignes et faire une recherche, un bon contrôle F avec votre numéro de NDA et vous allez voir tout de suite si vous apparaissez oui ou non et si oui, pour quelle catégorie vous êtes certifié. Et donc, comme tu l'as dit, la dénomination qui apparaît sur cette liste n'est pas du fait de l'ISQ. Non, on ne remonte pas les dénominations. De très nombreuses, d'ailleurs, lignes sont vierges, en sachant que les dénominations sont généralement celles qui apparaissent sur votre BPF. Donc, il se peut que la dénomination qui apparaisse en lien avec votre NDA soit complètement différente de votre dénomination commerciale, celle sur laquelle vous communiquez aujourd'hui. Voilà ce qui était le plus important. Et que se passe-t-il si la remontée est bloquée? Tu nous as parlé de 29 refus, c'est ça? Oui, en 29 rejets. Donc, ça veut dire que le ministère nous envoie tous les jours, après la remontée, un message. Et donc, on nous a précisé dans ce message qu'il y avait 29 organismes dont le NDA était caduc.
Donc, nous devons, nous, eh bien, identifier quels sont ces 29 organismes. Et normalement, c'est pour ça que d'ici demain, compte tenu du volume, nous allons prendre contact par téléphone et une confirmation par mail de chacun de ces 29 prestataires pour leur préciser eh bien, qu'il y a un blocage et qu'elles doivent tout mettre en œuvre pour pouvoir corriger le tir. Sur le message que nous avons reçu du ministère du Travail, ils invitent les prestataires à se rapprocher de leur DRETS régional afin de régler la situation au mieux et au plus vite. Alors, ça nous permet, parce que bien sûr, hein, Raphaël travaille aussi, pas uniquement sur la qualité, il maîtrise très bien Excel. Et donc, on a toujours, on essaye de mettre chaque trimestre à jour la cartographie des certifiés, des organismes de formation. Alors, quelle est cette cartographie aujourd'hui au 1er octobre dernier, Raphaël? Alors exactement, comme tu l'as dit, nous l'avons fait en janvier, en mai et maintenant en octobre. On peut constater que le nombre de NDA actifs continue d'augmenter, plus 3% par rapport à notre dernier relevé depuis mai. Et le nombre de certifiés a pris plus 11%. On est passé de 37 000 à 41 000 maintenant, ce qui fait un pourcentage de certifiés Calliope de 35% par rapport au nombre de NDA actifs. Ensuite, on a également rajouté un petit peu au niveau pour avoir un panorama des certifiés, une catégorie, deux catégories, trois catégories. Donc, c'est proportionnel. Une catégorie, on en a beaucoup. Après, deux, ça monte, ça descend, et ça continue de descendre. Et on a 496 organismes qui sont certifiés pour les 4 catégories. Parfait. Et alors, en termes de cartographie, qu'est-ce qu'on a? Alors, en termes de cartographie, on a essentiellement l'Île-de-France qui représente, si je ne m'abuse, à peu près du tiers des certifiés Calliope qui se retrouvent donc en Île-de-France. S'ensuit la région lyonnaise, Lyon, Rhône-Alpes. Le Rhône-Alpes, Lyon, Valence, Saint-Étienne, Grenoble, toute cette région qui est très, très porteuse. On retrouve 5500 organismes certifiés. Et puis, donc, on peut voir les certifiés répartis sur tout le territoire français en métropole et également chez les DROM-TOM. Exactement, avec un nombre de prestataires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais presque mettre des petits drapeaux sur chacune de ces régions pour les avoir visitées. Merci de cette mise à jour. Et d'ailleurs, je vois la Corse en bas à droite. Eh bien, amis Corse, préparez-vous, je serai chez vous au mois de novembre. Allez, handicap. Donc, je vais juste enchaîner avant qu'on reprenne sur l'île de surveillance. Intéressant, là aussi, c'est plus pour votre veille. Alors, indicateur 23 pour les puristes, indicateur 26 sur l'handicap aussi. On a pu observer bien, le déploiement d'une charte d'accueil apprenant en situation de handicap développée par une région. Donc, c'est Pays de la Loire. Écoutez, je vous laisserai la consulter. Ça pourrait peut-être vous donner des idées à l'intérieur, en tous les cas dans vos organismes. Une charte donc, qui est, je crois, en place depuis le début de l'année. Et on voit spécifique quand même à une région. C'est également une actu sur le CPF. Bah oui, alors parce qu'on sait qu'on a de nombreux prestataires qui bénéficient de fonds publics au travers de formations financées dans le cadre du CPF et par la Caisse des dépôts. Il y a eu l'adoption de la PPL, donc c'est le projet de loi de Bruno Fuchs par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée fin septembre. L'idée étant bien sûr de toujours continuer à assainir ce marché du CPF. Il y a la charte qui a pu être signée un CPF par un nombre d'organismes de formation. Là, on va un pas plus loin avec interdiction du démarchage téléphonique par SMS, par courriel. Je pense que pour tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous, et on est maintenant 371 connectés, bien, je pense que tout le monde a reçu au moins un appel et ou au moins un mail et ou au moins un SMS sur le CPF. Alors, par le bureau d'information du CPF, par toutes sortes d'organismes, tous plus improbables les uns que les autres. Donc, j'espère que ceci va pouvoir permettre aux organismes sérieux, certifiés, en tous les cas ici aussi, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions que ce qui pouvait être fait jusqu'à maintenant. Et autre actualité qu'on n'a pas mis en slide, vous avez dû voir la semaine dernière, là aussi, une évolution réglementaire normalement majeure. Et on y reviendra peut-être lors du prochain webinaire sur la VAE. Donc là aussi, les textes de loi devraient sortir. On va regarder ça de près et voir en quoi ceci pourra avoir un impact sur nos prestataires. À voir derrière si ceci peut avoir un impact sur la certification, en tous les cas le référentiel sur la partie VAE. Pour l'instant, nous n'avons pas de précision à apporter. Peut-être que ce sera le mois prochain.
Et donc, l'heure est venue. On va maintenant dérouler l'audit de surveillance et parler aussi, bien évidemment, de l'utilisation du logo. Raphaël, tout comme moi, et bien évidemment, réalisons des audits de surveillance, des demi-journées, des journées, des plusieurs journées en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a un petit peu de vécu derrière tout ça aussi. Alors, à qui s'adresse cette seconde partie de webinaire, Marc? Alors, c'est vrai qu'elle s'adresse plus particulièrement aux organismes qui sont en train de programmer et ou qui ont programmé leur audit de surveillance sans pour autant l'avoir passé. Maintenant, dans le cadre de votre veille légale et réglementaire, toujours, j'insiste, ceci peut bien sûr vous concerner. Voilà, et c'est a priori normalement plutôt les certifiés, bien évidemment. Et alors, cet audit de surveillance, va-t-il être plus facile ou plus difficile que l'audit initial? En fait, c'est une question qui est récurrente. Il n'y a pas une seule et unique réponse. En fait, on peut s'apercevoir quand même que certains font preuve quelquefois d'une trop grande confiance. Je suis déjà certifié, donc voilà, je me suis moins bien préparé que lors de l'audit initial, où j'ai peut-être mis un petit peu moins d'énergie. J'ai peut-être pas suffisamment contrôlé les process que j'avais dit vouloir mettre en place ou que je mettais en place. Donc attention à l'excès de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est pour que tous ceux qui ont eu un audit aménagé ou qui étaient nouvel entrant lors de l'audit initial, vous allez être audité sur des indicateurs sur lesquels vous n'avez pas encore été audité. Il ne faut pas sous-estimer là aussi quelquefois la difficulté des attendus, ne serait-ce que l'indicateur 23, mais l'indicateur 21 pour les ressources, les indicateurs 4, 5, aussi sur tout ce qui va être l'analyse des besoins et autres. Donc vraiment, faites attention à ça, bien évidemment. Gardez aussi à l'esprit que les auditeurs maîtrisent mieux le référentiel et les attendus et donc auront peut-être un niveau d'exigence possiblement peut-être un petit peu supérieur à ce qu'il était lors de l'audit initial. N'oubliez pas, et on le voit encore, que le guide de lecture a évolué. Certes, il n'a pas évolué depuis longtemps, on est toujours à la V7 depuis presque un an maintenant, mais certains nous montrent quand même la V4 ou la V5, donc dur à croire, difficile de croire que vous ayez une veille légale et réglementaire avec une V antérieure à la 7. Et aussi, gardons à l'esprit, et ça on a beaucoup insisté, la durée des audits à moins de 750 000 euros de chiffre. Il n'y a que deux tranches, moins de 750 000 euros, plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. De très nombreux organismes de formation qui n'ont qu'une catégorie, en tous les cas qui n'ont pas l'apprentissage à moins de 750, c'est une demi-journée. Une demi-journée, c'est très rapide. Vous n'avez pas le temps de ne pas trouver les documents lorsque l'auditeur va vous le demander. Donc, faites vraiment attention à cette notion de temps. Être préparé, ça veut surtout dire savoir ce qui va m'être demandé pour chacun des indicateurs et savoir où aller le chercher rapidement. Et en fait, gardons aussi à l'esprit que normalement, les audits de surveillance sont plus particulièrement mis en œuvre à distance, sauf pour ceux qui auraient eu un audit initial à distance, c'est impérativement présentiel. Il peut toujours y avoir des bugs, une connectivité difficile, un partage d'écran qui ne fonctionne pas, même si l'auditeur fait un test en amont. Prenez aussi en compte cet aspect-là. Et dernier point, avec la notion de à distance, le à distance veut dire que l'auditeur est à distance. Nous ne pouvons que vous inviter à le réaliser à distance depuis vos locaux, parce que si vous avez des dossiers un document qu'on puisse vous demander, vous ne l'aurez pas forcément dans votre tiroir de table de nuit, mais plus particulièrement au bureau. Donc faites-le à distance et depuis vos locaux. Et alors, au niveau de l'audit d'extension, est-il plus judicieux de le faire avant ou après l'audit de surveillance? Alors, pour la faire très courte ici, en fait, il faut à chaque fois étudier au cas par cas. Donc, c'est vraiment en fonction de chacune des situations. Ce que l'on peut vous inviter à faire, c'est en fait de nous solliciter, de nous présenter quelle est ou quelles sont les évolutions que vous envisagez, afin que nous puissions vous d'apporter une réponse très pratique sur, si vous le faites en amont ou si vous le faites après, voici quel va être l'impact sur la durée. C'est essentiellement un impact de durée. Très souvent, en tous les cas, on peut s'apercevoir que faire l'audit d'extension après peut présenter un avantage, mais là aussi, il ne faudrait pas tirer une conclusion générale. Si vous avez des sites qui s'ouvrent, si vous souhaitez être certifié sur une nouvelle catégorie,
contactez l'ISQ et on vous prendra en main et on vous accompagnera pour prendre la bonne décision en toute connaissance de cause. Et donc, quand est-ce qu'il est le mieux pour programmer son audit de surveillance? Alors, déjà, on sait tous que les certifiés 2019 et 2020 bénéficient de 4 ans de certification avec une obligation de programmer l'audit de surveillance entre le 14e et le 28e mois, alors que les 2021 et les années qui vont venir, sauf à modification réglementaire, ont eux 3 ans de certification et doivent programmer leur audit de surveillance entre le 14e et le 22e. Donc ça, c'est la réglementation. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on s'aperçoit que la plupart des prestataires ont une propension à repousser jusqu'au dernier moment, quelquefois la dernière semaine de la période pour programmer l'audit de surveillance. Ils ont tout à fait la possibilité de le faire, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que même si des non-conformités étaient observées, vous pourrez les corriger au-delà du 28e ou au-delà du 22e mois. Donc ça, c'est ce que permet l'audit de surveillance. Par contre, il faudra vraiment faire attention parce que cette réalité de correction post-audit, ça va marcher pour l'audit de surveillance, mais ça ne marchera pas pour l'audit de renouvellement. On y reviendra plus tard. Et aussi, gardez à l'esprit que la loi vous impose de réaliser votre audit avant le 28e et ou avant le 22e mois, ou plus tard du 28 et du 22e mois. Si vous attendez vraiment la dernière minute et qu'il va y avoir un souci technique, un problème de santé, que sais-je encore, vous risquez à ce moment-là de ne pas pouvoir réaliser et mener à bien l'audit dans les délais impartis, et à ce moment-là, vous serez suspendu par votre certificateur et vous disparaîtrez donc de la liste des organismes certifiés. Donc, il faut jouer avec le feu, mais attention, ne pas se brûler. Et donc, une petite précision que je souhaite apporter, Marc, sur quand faire cet audit de surveillance par rapport au renouvellement. Oui, c'est vrai. Alors, très important, on s'aperçoit pour ceux qui vont avoir, qui ont et qui bénéficient des 4 ans de certification, à la fin du 28e mois et la fin de la certification, ça va leur laisser quand même beaucoup de temps. Donc, en gros, ça va leur laisser 17 mois pour réaliser en fait le dernier audit. Et il faudra réaliser l'audit de renouvellement normalement 4 mois avant la date d'échéance de votre certification. On aura le temps de redétailler ça en début d'année prochaine plus longuement sur le pourquoi. Ce ne sera pas 5, ce sera 4, 3, 2 ou 1, mais attention au risque qu'on a évoqué. Mais par contre, pour ceux qui souhaitent attendre le dernier moment et qui n'ont que 3 ans de certification, ça veut dire que vous allez devoir réaliser 2 audits en 11 mois. Donc, c'est vrai que repousser jusqu'au dernier moment peut présenter l'inconvénient de devoir réaliser 2 audits la même année. Donc, après, chacun voit midi à sa porte. On vous laisse prendre des décisions. Pour ma part, ce n'est pas ce que je ferais. J'essaierai d'être plutôt avec un par an. C'est déjà pas mal. Et donc, qui prend contact avec qui? Alors, aujourd'hui, nous avons pris la décision d'automatiser ce qu'on appelle un appel à audit de surveillance. Donc, c'est vrai qu'on envoie un mail à nos certifiés 11 mois de mémoire avant la date de programmation possible, donc le 14e mois. Après, il y a un mail de relance, un deuxième mail de relance, voire un troisième, et sinon, on va vous appeler. Ce que l'on peut dire en termes de programmation, c'est que bien, une fois qu'on a réussi à avoir le prestataire et qu'il a pu nous apporter un certain nombre de précisions quant à ses évolutions, on va donc à ce moment-là procéder à la programmation de l'audit. Je ne vous cache pas que la fin d'année est très chargée. Nous avons quasiment finalisé toute la programmation de tous les audits, alors que ce soit surveillance, initiaux et extension, jusqu'à la fin de l'année. On a déjà quasiment finalisé tout le planning de janvier, et ce n'est pas encore le cas à 100%, mais on va y arriver. Et donc, sur le mois fin octobre et novembre, on va traiter en fait normalement tout le premier trimestre de 2023, voire même à la fin du premier semestre. Donc, si vous nous avez répondu et que vous n'avez pas été contacté à ce jour, soyez patient, rassurez-vous, on sait très bien quand est-ce que vous avez demandé les dates de programmation. Simplement, on est en train de travailler et on va même devoir renforcer notre équipe de planification dans les jours qui viennent.
Alors, quel est le processus de réalisation de cet audit de surveillance? Ben, en fait, c'est toujours pareil. Lorsqu'on vous adresse un mail, on vous demande d'aller sur notre site, donc il y a un lien, et on va vous demander de nous préciser quelles sont les évolutions avec un certain nombre de questions. On va donc pouvoir prendre connaissance des éléments. On va pouvoir mener une analyse de risque. Ça, c'est imposé par les textes. Généralement, c'est plus en lien avec les non-conformités qui ont été observées lors des audits initiaux et ou d'extension. Et en fonction de ça, eh bien, l'auditeur va vous adresser, comme pour l'audit initial, un plan d'audit. Il fera un test de connexion pour ceux qui seront à distance en amont de la connexion et du jour J. Et ensuite, vous aurez votre audit qui se déroulera peu ou prou à peu près comme l'audit initial et en beaucoup plus court. Et donc, quelles sont les modalités de réalisation, Marc? Il me semble qu'on a des nouveautés à apporter par rapport à nos derniers webinaires. Oui, c'est vrai. Alors, je vous rappelle la loi. La loi disait initial présentiel et le surveillance à distance. Après, ce que nous savons, c'est qu'avec les aménagements réglementaires du fait de la pandémie, on nous a autorisé à faire les audits initiaux à distance et donc, de fait, c'est obligatoire. L'audit de surveillance doit être fait en présentiel. Nous avons été souples, c'est-à-dire qu'on a quand même écouté nos certifiés et certains nous précisant « Ah, mais quand même, le distanciel, c'est pas forcément facile. » Certains ne sont pas forcément des plus digitalisés, des plus numérisés aujourd'hui. Donc, il est vrai que jusqu'au, on va dire, pendant l'été, au début septembre, on a accepté de réaliser des audits qui devaient être faits à distance. On a accepté de les faire en présentiel. Pour autant, le ministère nous a rappelé les textes de loi que l'on connaît très bien. Et on remercie du rappel, mais les textes de loi précisent bien que l'audit doit être réalisé à distance si le premier a été fait en présentiel. Et on nous a demandé de nous en tenir à ça. Et en gros, ça veut dire quoi? Par extrapolation, eh bien, ça veut dire que le manque de digitalisation, de numérisation dans l'organisme de formation ne peut pas être pris en compte dans l'analyse de risque qui est elle-même définie par les textes de loi et ceci n'apparaît pas, en tous les cas pas aujourd'hui, bien évidemment. Et donc, comment connaître la durée de mon audit de surveillance? L'audit de surveillance, en fait, à périmètre constant, c'est-à-dire que vous avez le même nombre de sites et le même nombre de catégories que ce que vous aviez lors de votre audit initial. Cette durée a été définie et vous a été communiquée lorsqu'on vous a adressé votre devis et normalement apparaît également sur votre contrat de certification. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une évolution à la hausse ou à la baisse de votre chiffre d'affaires n'a aucun impact sur la durée de votre audit, puisque dans le question-réponse du gouvernement, même s'il date, c'est toujours la V1, dans la réponse 2.7, on nous dit que les certificateurs n'ont pas à solliciter un nouveau BPF pour ajuster la durée de l'audit. Le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer la durée est celui que vous avez communiqué lors de l'audit initial. Si vous avez explosé votre chiffre d'affaires et dépassé des 750 000 euros, tant mieux pour vous, ça ne va pas vous pénaliser. Et si vous avez eu, à contrario, des difficultés commerciales et que vous avez perdu un gros chiffre d'affaires et que vous êtes passé sous la barre des 750 000 euros, là aussi, malheureusement pour vous, ça ne va pas réduire votre durée. On est toujours sur le BPF transmis lors de l'audit initial. Pour autant, les auditeurs, en règle générale, vous sollicitent sur votre dernier BPF, puisque vous l'avez rempli au mois d'avril ou mai, simplement pour pouvoir appréhender l'évolution que vous avez eue dans votre structure. Et pour les multisites? Alors, la notion de multisite, là aussi, l'ISQ, comme la plupart de ses confrères, a pris une décision, c'est de n'auditer qu'un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. On n'applique plus la fameuse règle de la racine carrée. Donc, il n'y aura qu'un site. Alors, exception possible, c'est que si vous êtes sur plusieurs catégories et qu'on ne peut pas auditer les 3 catégories sur un seul site, on va bien sûr être obligé d'aller chercher au moins 2 sites pour couvrir l'ensemble des catégories certifiées dans le cadre de l'audit de surveillance. Mais sinon, il n'y a aucune raison, vous devriez avoir simplement un site qui n'a pas été audité lors de l'audit initial. Et si, à contrario, mon périmètre change, si je réalise un audit d'extension entre l'initial et la surveillance, quelle va être la durée? Alors, si c'est une extension de site, il n'y aura pas d'impact. Normalement, la seule chose qui ferait que la durée de l'audit de surveillance initialement communiquée puisse augmenter, c'est parce que vous avez fait entre-temps un audit d'extension de catégorie. Mais c'est aussi une combinaison de votre chiffre d'affaires. Donc, dès lors que vous avez généralement
fait l'extension sur l'apprentissage, votre durée sera plus longue. Si c'est sur de la VAE du bilan de compétences, il se peut que la durée ne bouge pas. Et qui va nous auditer alors? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je sais qu'un certain nombre de prestataires souhaiteraient avoir les mêmes auditeurs que lors de l'outil initial. D'autres aimeraient en changer. Bon, déjà, il n'y a pas il n'y a pas de règles. Ce qui est sûr, c'est que certains de nos auditeurs ne sont plus en activité. C'est vrai qu'on a plutôt des personnes expérimentées, des seniors au regard de la loi, même si senior, c'est 45 ans. Donc, eh bien, en fait, c'est l'ISQ qui va choisir ça, l'auditeur. On essaye quand même de faire en sorte d'avoir une certaine continuité d'un audit à un autre. Et ce n'est malheureusement pas toujours possible, surtout lorsqu'il faut faire du présentiel imposé et que l'auditeur initial, qui était peut-être basé à Strasbourg, a audité un organisme à Marseille, sauf à vouloir aller prendre une bouillabaisse sur le port et le vieux port de Marseille, il y a peu de chances que le Strasbourgeois se déplace jusqu'à Marseille. Et que va-t-on demander en amont de l'audit de surveillance? En amont, comme tout certificateur, nous avons besoin de connaître quelles sont vos évolutions juridiques, organisationnelles. Est-ce que vous faites appel à la sous-traitance aujourd'hui et que vous ne le faisiez pas hier? Important, ça vous fera l'indicateur 27 en plus. Vous ne faites plus appel à la sous-traitance, eh bien on ne va plus vous auditer sur le 27. Matériel, vous avez de nouveaux plateaux techniques, des nouveaux locaux, ressources humaines, est-ce qu'il y a des salariés plus ou moins qu'hier, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez des évolutions? Hier, vous ne commercialisiez pas peut-être de titre RNCP, vous le faites aujourd'hui. Et bien là, hop, comme par enchantement, 3 nouveaux indicateurs à auditer, le 3, le 7 et le 16. À ne pas jouer dans le désordre, on ne gagnera pas au tiercé en tous les cas. Voilà, on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Pareil, communiquer sur le fait que vous avez mis en place un logiciel de gestion de votre organisme est un élément important à prendre en compte pour l'auditeur. Et donc, quels sont les objectifs de cet audit de surveillance? L'objectif, toujours pareil, en fait, je dirais qu'il y en a un essentiel, c'est vérifier que ce qui vous a permis d'obtenir la certification, donc vos process et leur mise en œuvre, eh bien, sont toujours présents, sont toujours mis en œuvre dans les conditions nécessaires. Donc, on est vraiment là pour vérifier que vous continuez à présenter tous les processus vous permettant de conserver. On n'est pas là pour attribuer, on est là pour vous permettre de conserver votre certification. On va, bien évidemment, pour les multisites, s'assurer que le prérequis de la dite fonction centrale est toujours là. Bien évidemment, on va porter une attention particulière aux non-conformités majeures et mineures qui avaient été déterminées lors de l'audit initial pour nous assurer que les plans d'action ont été mis en œuvre pour que ça puisse tenir le coup. Une non-conformité mineure observée en initial qui est constater une nouvelle fois sur la surveillance et transformer en non-conformité majeure avec un impératif de correction tous 3 mois. Donc voilà surtout ce que l'on va voir, plus le logo, mais là, Raphaël, tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Et donc tout à l'heure, tu parlais d'un audit raccourci pour l'audit de surveillance. Tu peux nous en dire plus? Oui, donc là, j'ai simplement repris le petit tableau qui figure dans l'arrêté de 6 juin 2019 de mémoire. Qu'est-ce que l'on voit? Moins de 750 000 euros si je suis certifié sur 3 catégories, à savoir les 3 premières. C'est formation VA et bilan de compétences. Il n'y a que la durée de base qui s'applique, soit 0,5 jours. Eh bien, une demi-journée sur 3 catégories hors apprentissage, ça veut dire que l'éditeur va avoir 2 minutes 30 par indicateur et par catégorie. Donc, je vous laisse apprécier la capacité à ne pas trouver un document. C'est compliqué. Exactement. Et je vous rappelle qu'on est bien sur un audit complet. Ceci a été confirmé et rappelé par la DGEFP, donc le ministère, au mois de mai dernier. Et donc, finalement, qu'est-ce qui sera audité là? Avec tout ce que l'on a dit, bien évidemment, juste avant. Et c'est surtout, moi j'insiste là, c'est pour ceux qui ont eu un audit aménagé. On continue à voir, lorsqu'on se présente chez nos organismes de formation, on a le bruit de fond, mais c'est le chien, c'est normal. Eh bien, certains pensent qu'on va les auditer uniquement sur les indicateurs sur lesquels ils n'ont pas été audités. Non, 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 c'est bien un audit complet. On va auditer les indicateurs qui ont été audités et ceux qui n'ont pas été audités, et il en sera de même pour les nouveaux entrants. Je vous rappelle que les nouveaux entrants avaient 2 indicateurs non audités, le 22 et le 32, et un certain nombre d'indicateurs pour lesquels ils avaient des attendus, on va dire, édulcorés. Et donc là, on va aussi auditer complètement l'entièreté des attendus.
Au niveau des traitements de non-conformité, puis on en a déjà parlé plus tôt, mais des nouveautés? Non, pas de nouveauté. On va appliquer exactement les mêmes règles définies dans les textes de loi. En tous les cas, pour ce qui est de la non-conformité mineure, l'ISQ a déterminé, c'était à la main des certificateurs, nous avons, nous, défini un délai de 1 mois pour présenter un plan d'action. Et sur les non-conformités majeures, là, on respecte les textes de loi. Vous avez 3 mois pour présenter un plan d'action correctif et le mettre en œuvre. Donc là, on s'en tient simplement à l'arrêté, bien évidemment. Pas de correction sous 3 mois sur une majeure, vous risquez une suspension de votre certification. Et maintenant, on va changer de main. C'est ça qui est bien. On va faire bosser Raphaël. On va un petit peu inverser les rôles. Raphaël, un des points de contrôle, bien évidemment, ça va être le logo. Alors, quels sont les supports réglementaires sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire? Voilà, donc comme tu l'as dit, lors de l'audit de surveillance, l'auditeur va vérifier votre usage du logo. Donc, il va s'appuyer sur la charte d'usage de la marque de garantie Calliope qui nous a été transmise par la DGEFP et que l'on vous a transmis lorsque vous avez été certifié par l'ISQ. Donc, cette charte nous donne les guides à suivre sur l'utilisation du logo. Alors, cette charte nous dit que le logo doit être accompagné d'une mention obligatoire qui doit faire détailler les catégories d'actions pour lesquelles vous avez été certifié. Mention qui vient d'apparaître, qui dit voilà, la certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes. Et là, vous listez action de formation, bilan de compétences, VAE, apprentissage. Et donc, le logo à utiliser, c'est celui qui est à droite avec le bandeau République française. Il nous arrive encore de voir l'ancien logo sur la gauche. Donc, c'est celui à droite qu'il faut utiliser depuis le 7 décembre 2020. En fait, là, je reprends juste un petit clin d'œil. Il est vrai qu'on voit encore un certain nombre d'organismes qui utilisent l'ancien logo. Donc, en fait, ici, vous avez un double problème. La première chose, déjà, c'est que vous n'utilisez pas le bon logo. Donc, l'auditeur va être obligé de vous notifier une non-conformité quant à l'utilisation du mauvais logo. Et vous allez, une nouvelle fois, avoir du mal, j'ai déjà dit et je le répète, c'est important, à pouvoir justifier d'une veille légale et réglementaire si vous n'utilisez pas le bon logo. Sinon, vous auriez vu la charte. Voilà, donc ça peut être un petit peu l'effet de vase communicant. Donc, attention à ça, bien évidemment. Et donc, concrètement, quelques exemples. Oui, voilà, au niveau de la déclinaison des catégories d'actions, les organismes sont plutôt libres. Il n'y a pas d'obligation que ce soit en dessous, à droite, à gauche, c'est comme vous voulez, en noir, en blanc, en gras, en italique. Vous êtes libre là-dessus. Une seule obligation, c'est que cette mention doit être de taille équivalente ou légèrement plus petite que processus certifié. Voilà, et bien évidemment le petit cartouche blanc, et on ne modifie pas les couleurs. Exact, les couleurs sont telles quelles. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire et pas faire, Raphaël, au final? Alors, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser sur un site internet, en page d'accueil, en pied de page, dans les onglets dédiés. On sait que beaucoup d'organismes ont des onglets qui sommes nous, notre démarche qualité, nos certifications. Dans ce type de page-là, vous avez le droit d'utiliser, mais toujours en précisant les catégories d'actions certifiées. Sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité, vous pouvez le mettre en première page ou deuxième page, pareil, toujours avec les catégories d'actions. Sur des diapos, si vous faites des appels d'offres, sur des affiches ou des brochures, ce qu'on appelle affiches ou brochures, ce sont des supports de communication qui servent à mettre en avant votre organisme uniquement, le type de formation que vous proposez, des formations longues en management, la satisfaction de vos clients, vous pouvez peser là-dessus. Ou sur une signature de mail et une carte de visite, c'est également autorisé, mais pareil, toujours en précisant les catégories d'action. Donc, des fois, ça peut être un peu petit. Et un petit point de vigilance avant qu'on passe au temps de questions-réponses. Un point de vigilance, de très nombreux prestataires ont apposé en fait le logo avec la mention dans ce qu'on appelle le footer d'un site internet. L'inconvénient très souvent du footer, c'est qu'il est inamovible, ce qui fait que lorsque vous basculez sur des présentations de formation spécifiques, eh bien, le logo se retrouve de fait associé à une action de formation spécifique. Nous vous rappelons que ce qui est certifié, c'est votre NDA, ce sont vos processus et ce ne sont pas vos formations. Et c'est pour ça que le gouvernement ne souhaite pas que le logo soit associé à des formations particulières. Donc, la notion de footer, il y a des solutions techniques à trouver, mais peut présenter une difficulté. Je vous rappelle également les sanctions possibles avec une mauvaise utilisation du logo, au-delà de la non-conformité. Dès lors qu'il y a une non-conformité, l'ISQ, comme n'importe quel certificateur, va vous laisser normalement un délai de 30 jours pour apporter le correctif et démontrer que c'est bien été corrigé. Si vous ne corrigez pas
l'utilisation du logo dans les 30 jours, les certificateurs sont censés vous suspendre la certification. Donc, il est vrai que la punition est lourde pour une mauvaise utilisation du logo. Donc, faites attention à ça. Et sa vérification est une obligation sur le livre de surveillance pour nous, certificateurs. Voilà, on a peut-être allé un peu vite, je le sais, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais arrêter le partage ici et peut-être de laisser la parole à Benjamin sur les questions qu'on aurait pu avoir. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez correctement? Oui. Parfait. OK, on a quelques questions, je vais les dérouler dans l'ordre logique de notre webinaire. Je vais commencer par quelques questions qui concernent l'annuaire et les remontées. Alors, on nous demande si on doit informer son certificateur si les formateurs salariés changent. Pas au fil de l'eau. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait être précisé lors de l'appel à audit de surveillance ou lors de la réunion d'ouverture où le prestataire va préciser qu'elles seront confirmées ou détaillées certaines évolutions. Très bien, merci Marc. Alors, une question un peu plus spécifique. Un organisme dont le gérant est parti à la retraite, on nous demande à qui, en fait, qui contacter pour envoyer les nouveaux extraits de CADI, CAG, etc. Alors, en fait, là, vous avez deux informations à apporter. Les informations apportées à votre certificateur. Donc, si vous êtes à l'ISQ, c'est auprès de nous. Et on vous rappelle que ces webinaires sont ouverts à tous, hein, même si on va bien sûr communiquer plus particulièrement vers nos certifiés. Et après, vous avez une obligation d'informer les DRETS, ex-direct. Ce sont eux qui vous attribuent le fameux NDA. Donc, c'est là-dessus. Normalement, maintenant, tout ceci se fait en ligne et vous avez la possibilité d'aller sur votre espace formation, mon espace formation, quel espace dédié pour chacun des organismes. OK, merci Marc. Bon, je passe au vif du sujet et les questions relatives à l'audit de surveillance. Donc, j'ai beaucoup de questions qui tombent en même temps que je vous parle. Je vais essayer de faire un tri. Donc, première question. Ça a déjà été dit, mais je pense qu'on va le répéter, que les choses soient bien claires. Est-ce que c'est à l'organisme de prendre l'initiative de programmer l'audit de surveillance? Nous prenons l'initiative selon les délais qu'on a déterminés dans nos procédures. Rien n'empêche un organisme de devancer la sollicitation de l'ISQ. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit essentiellement sur des groupes d'éducation qui vont avoir plusieurs NDA de très nombreux sites parce qu'il y a un besoin de coordonner la mise en œuvre, mais tout organisme peut devancer les dates et on peut s'entendre sur une période, même 12 mois avant, bien évidemment. Très bien, merci Marc. Toujours sur l'audit de surveillance. Alors, on nous dit un audit initial qui a été réalisé, qui a été aménagé. Est-ce que l'AS, donc l'audit de surveillance, va porter sur l'ensemble des autres indicateurs, donc tous les indicateurs finalement? C'est un audit complet. On va réauditer les indicateurs qui ont été audités lors de l'audit initial en aménagé et on va aussi auditer tous ceux qui n'ont pas été audités lors de l'audit initial. Donc, c'est un audit complet sur l'ensemble des indicateurs. Très bien. Alors, notion de distanciel et de présentiel. Est-ce que des cas seraient possibles pour dérogation? Et on nous donne un exemple, par exemple, si non-conformité majeure. Alors, en fait, dans l'analyse de risque, il est vrai que l'ISQ, alors même lorsque la certification a été attribuée, lorsqu'elle l'a été, il se peut que ce qui était à l'époque le comité de certification, même si ça a changé aujourd'hui chez nous, a pu décider qu'au regard du nombre et ou de la gravité des non-conformités observées, avait décidé d'imposer un audit présentiel. Donc ça, c'est prévu par nos process en interne, par notre règlement de certification, et c'est également prévu par les textes de loi qui précisent qu'une analyse de risque doit être menée au regard des non-conformités qui ont pu être observées lors de l'audit initial. Ok, merci Marc pour cette réponse très précise.
Alors, je fais une petite digression sur l'audit d'extension. J'ai deux questions qui se recoupent. Alors, on nous demande quelles sont les évolutions qui nécessitent un audit d'extension. Et du coup, je couple avec la deuxième question qui est, est-ce qu'un audit d'extension peut se faire en présentiel? Alors, il y a extension, il y en a de deux natures. Extension de catégorie, vous êtes certifié sur la formation et vous voulez vous lancer dans l'apprentissage. Donc, on va faire une extension de catégorie. Donc ça, c'est une obligation parce que sinon, vous n'apparaîtrez jamais sur la catégorie apprentissage ou VAE. Et ce qui fait que quelqu'un qui aimerait faire une VAE ou s'inscrire en apprentissage chez vous ne pourra pas le faire, en tous les cas pas sur des fonds publics. Après, vous avez également la notion d'extension de site qui va être mise en œuvre pour que, puisque la loi dit que vous ne pouvez pas exclure un site du périmètre de l'audit, et donc normalement, le certificat doit reprendre l'ensemble des sites couverts par le NDA. Après, quelle est la modalité? Très souvent, on colle la modalité de réalisation sur la dernière modalité du dernier audit. Donc, si c'est un audit de surveillance à distance, on va généralement le faire à distance. Donc là, ça va être à discuter avec l'ISQ. Ok, très bien. Merci Marc. Alors, une question redondante, donc je vais te la poser, Marc. On nous demande, donc quelqu'un a cru comprendre qu'il y avait de nouveaux indicateurs dans l'audit de surveillance. En fait, est-ce qu'il y a de nouveaux indicateurs? Non, le référentiel n'a pas changé. Donc là, il n'y a pas de nouveaux indicateurs. Il y a eu des aménagements d'attendus ou des précisions apportées par la V7, mais il n'y a pas de nouveau. Par contre, lorsque l'on dit qu'il y a de nouveaux indicateurs, un exemple très concret. J'étais un nouvel entrant, donc je suis un organisme qui s'est créé et j'ai sollicité ma certification lors de l'audit initial. Il y a deux indicateurs qui n'ont pas été audités. C'est défini par les textes. L'indicateur 22, ce qui est le développement des compétences des salariés, et l'indicateur 32, qui est la mise en œuvre de process d'amélioration continue. Eh bien, ces deux indicateurs seront audités lors de l'audit de surveillance. Donc, en ce sens, ils sont nouveaux. Pour autant, ils ne sont pas nouveaux dans le référentiel. Ok, très bien. Merci Marc. Question toujours sur l'audit de surveillance. Est-il possible d'avoir un audit de surveillance à blanc? Alors, c'est une question récurrente. Il faut savoir que la norme, c'est la norme. Hein. C'est la norme, merci Raphaël. C'est Monsieur Norme aussi. Hein. Moi, je ne suis pas très norme, mais je suis un peu trop rond, je crois. En fait, la norme nous interdit de proposer, de mettre en œuvre des audits blancs ou pré-audits postérieurs à l'obtention de la certification. Donc, on peut faire des audits blancs ou des pré-audits avant l'audit initial. Par contre, on ne peut pas les proposer avant l'audit de surveillance ou de renouvellement. Et nous vous invitons à être patients pour découvrir des évolutions que va proposer l'ISQ dans les prochaines semaines et on devrait pouvoir régler cette problématique. Très bien. Merci, un peu de suspense. Un peu de suspense. Voilà. Et une dernière question concernant l'audit de surveillance. Après, j'en aurai quelques-unes sur le logo. Pour l'audit de surveillance, les documents sont-ils à envoyer en amont à l'auditeur? Et si oui, dans quel délai? Non. En fait, il n'y a aucun document à envoyer à l'auditeur, sauf à s'il vous en demande. Si on prend, alors je vais parler pour prêcher pour ma paroisse et Raphaël pourra dire s'il y a une approche différente. Pour ma part, je demande systématiquement en amont de l'audit, je pose généralement 3 ou 4 questions pour lesquelles j'attends une réponse par écrit et je demande également que le prestataire m'adresse son dernier BPF. Le BPF, une nouvelle fois, ne va pas conditionner la durée de l'audit, quoi que ce soit, simplement pour que je puisse appréhender est-ce qu'il y a des formateurs salariés ou externes, combien de personnes ont été formées, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires. C'est vraiment purement à titre indicatif. Si on ne me le transmet pas, je ne m'en formalise pas pour autant et je le redemanderai. Et là, par contre, j'attendrai à ce qu'on me le présente lors de la réunion d'ouverture. Mais sinon, il n'y a aucun document à transmettre en amont et encore moins de documents en lien avec une action qui pourrait servir d'échantillon. Je rappelle, même si je sais que c'est des pratiques de certains, que l'échantillon doit être déterminé à l'issue de la réunion d'ouverture et en toute indépendance par l'auditeur, appelé par le COFRAC. Et c'est un point
point potentiellement d'écart majeur pour un certificateur s'il devait faire autrement, même si nous savons que se peut que ce soit possible. Merci Marc. Bon, allez, une petite dernière sur la S et après j'arrête. Alors, on nous demande, dans le cadre d'un audit de surveillance, une sélection d'actions sera réalisée. Comment s'effectue la sélection des dossiers audités et à quel moment cette sélection est établie? Alors, l'établissement se fait au début, à l'issue de la réunion d'ouverture, en sachant que nous rappelons que les dossiers pris, donc ça va être deux, on va dire, très souvent deux. Alors, deux par catégorie, hein. C'est-à-dire que ça va être deux pour l'apprentissage, deux pour la formation, deux pour la VAE, si tant est qu'il y en ait deux. La VAE, souvent, on est un peu en manque de dossiers. Donc, c'est fait au moment juste après la réunion d'ouverture, donc pas en amont du début de l'audit. Et les dossiers se veulent représentatifs. Donc, on va plutôt aller chercher des dossiers qui sont récents et idéalement terminés. Pourquoi? Plus on va prendre des dossiers récents, plus l'organisme pourra démontrer la mise en œuvre de ces documents, de ces process récents. Savoir ce que l'organisme faisait en 2019 ou 2020, si je peux me permettre, un peu trivial, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est comment il gère aujourd'hui, comment il compte gérer demain au regard des attendus à la mise en œuvre de Calliope, des formations. Donc c'est ça. Et après, la notion de représentativité, elle peut être compliquée. Si vous faites du RNCP, il faut forcément prendre un petit RNCP pour les indicateurs 3, 7 et 16. Après, est-ce que c'est du distanciel? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est du blended? Est-ce que c'est de l'intra? Est-ce que c'est de l'inter? Donc forcément, avec deux actions, on a du mal à avoir une représentativité au top à 100%, mais on essaye de faire en sorte d'aller prendre quelque chose de représentatif. Un exemple très concret sur les langues, qui est un univers que je maîtrise peut-être mieux, c'est que si vous faites 80% de votre chiffre d'affaires en anglais, 10 en français, 5 en allemand et que le reste, c'est quelques langues comme ça, je n'ai aucun intérêt à aller chercher une formation de chinois ou de javanais qui représente 0,1% de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas représentatif. J'irai forcément prendre de l'anglais, une ou deux, ou anglais et la deuxième langue enseignée. Très bien. Merci Marc. Ok, je m'arrête là pour l'audit de surveillance. Yes. Le logo, Raphaël, j'ai deux questions Oui. très simples qui se rejoignent en fait. Une personne qui nous demande si elle a le droit de ne pas utiliser le logo. Et du coup, la deuxième question qui rejoint, c'est y a-t-il une utilisation minimale du logo à prévoir? Alors, la réponse à ces deux questions est non. Vous n'êtes pas obligé de faire apparaître le logo Calliope lorsque vous êtes certifié. Cependant, lorsque vous utilisez, vous devez respecter les règles que l'on a énoncées, qui sont tirées du règlement d'usage, mais non, aucune obligation d'utiliser le logo Calliope quand vous êtes certifié. Vous apparaîtrez sur la liste des organismes certifiés, donc les OPCO, le Storon, les financeurs, mais en allant sur votre site, ça ne sera pas forcément visuel. Voilà. Très bien. Merci Raphaël. Alors, je réponds aussi de façon générale à la question qui revient très, très fréquemment. Donc, oui, le support du webinaire sera envoyé à l'issue de ce webinaire, donc on va dire fin de semaine ou début de semaine prochaine. La rediffusion de ce webinaire sera disponible sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de l'ISQ. Voilà, et beaucoup de personnes qui me demandent, et ma question, si vous avez des questions et qu'on n'a pas eu le temps de les traiter, je suis navré parce que vous étiez quand même plus de 360 aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit mail à l'adresse mail info@isqualification.com et on prendra le temps de vous répondre. Alors, voilà, en réponse, messieurs. Benjamin, je te coupe, mais en fait, réponse, c'est-à-dire qu'en fonction des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, nous pourrions envisager de les intégrer dans le prochain webinaire. Si, soit c'est une question vraiment très particulière, auquel cas on pourra faire une réponse en direct, Raphaël ou moi, et ou au contraire, valoriser cette question qui pourrait avoir un intérêt général. Je te laisserai parler du questionnaire, mais je rappelle, donc Stéphanie nous rejoindra donc en novembre prochain sur tout ce qui est droit d'auteur et droit de la propriété intellectuelle. Et je te passe la main sur le questionnaire. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, nous allons fermer dans quelques instants ce webinaire et sur la fenêtre Zoom sur votre navigateur va apparaître en fait justement un petit questionnaire qui vous demandera en fait si vous avez des questions qui seront en lien avec ce prochain webinaire du mois de novembre. Elle sera également reposée
par mail, vous recevrez un mail de Zoom en fait, qui vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Et vous pourrez également répondre à cette question lors de la réception de ce mail. Super. Voilà. Merci Benjamin pour l'organisation et comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui sont restés avec nous pour cette heure. On vous dit à dans un mois et on vous rappelle que les équipes de l'ISQ et Raphaël et moi en particulier, bien sûr, restons disponibles pour répondre à vos questions. Vous avez un interlocuteur côté ISQ, n'hésitez pas. De toute façon, les questions remontent sur nos boîtes mail au final. Donc, on est là pour y répondre. Et on se réjouit d'avance d'être accompagné par Stéphanie au mois de novembre. Très bonne fin de journée, bonne fin de semaine, très bon mois et au mois de novembre. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.